Bienvenue à toi, chercheur de sommeil. Je vais t'accompagner aux prémices de ce voyage nocturne lors duquel ton âme et ton corps trouvent la paix. Je t'invite à laisser ton esprit s'envoler au son de ma voix vers la destination de la quiétude et du repos. Trafic sous la lune. La lune s'est levée, ronde, blonde, presque blanche. Elle se reflète dans l'eau sombre du port où Lila attend, près du bateau de son père. Elle entend les ronflements de celui-ci, fatigué de sa journée. Dans quelques minutes, elle sentira à nouveau la force et l'équilibre l'envahir. Dans quelques minutes, Lila sera un chat noir. Ces nuits de pleine lune, Lila les aime depuis son enfance. Elle qui passe ses journées à traîner sa jambe invalide, encerclée d'une attelle multicolore, une nuit par mois, elle bondit sur les toits et épuise ses envies d'aventure. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, elle a une mission. Son père, Marco, est batelier. Il transporte des marchandises de port en port le long du fleuve. Il travaille dur pour permettre à Lila un jour d'avoir la petite boutique de boutons et de rubans dont elle rêve tant. Elle y vendra des boutons nacrés, couleur de lune, et des rubans mauves pour les chapeaux. Depuis une semaine sur le port, quand Marco passe, les marins baissent les yeux. Ils chuchotent en le montrant du menton. On dit qu'il volerait des marchandises. On dit qu'on aurait trouvé des bijoux cachés sur le dessus des bidons d'huile. Lila n'en a pas parlé à son père. Elle voit que son visage est crispé et qu'il ne sait pas quoi faire. Alors ce soir, Lila a décidé de partir chasser l'information. Le vent se calme et il est maintenant plus doux. Lila se rapproche d'un bosquet d'arbres que la lune n'éclaire pas. Elle s'accroupit et se pelotonne. Elle ferme les yeux et une vague de chaleur monte depuis ses pieds. La douceur de la fourrure recouvre peu à peu ses membres et ses ongles deviennent de petites griffes blanches. Dans l'ombre nocturne, son visage tendu vers le ciel, Lila se métamorphose. Quand elle s'étire à nouveau, elle sent que sa jambe ne crampe plus. Elle a retrouvé la souplesse féline des nuits de pleine lune. Ses yeux brillent doucement et elle sent autour d'elle la richesse des odeurs du port. Elle entend les sons portés par la brise. Elle voit des ombres danser derrière le hangar. Elle se faufile par une porte entr'ouverte. 2 hommes sont là. Un grand chauve porte une veste sombre et un drôle de pantalon orange. Il parle fort et a l'air de se disputer avec un petit brun aux lunettes rondes. Celui-là a l'air plus riche et un peu apeuré. Lila se glisse entre les jambes et va se coucher sous une caisse juste à leur droite. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce qui était prévu. Le grand chauve respire fort. Il sent la transpiration. Ce n'est pas toi qui décides. Tu es payé pour fourrer les marchandises dans le bateau. Rien de plus. C'est moi qui prends les risques. J'ai le droit de donner mon avis. Les risques, c'est Marco qui les prend. Tu le sais bien. Tu l'as bien choisi. Personne ne le soupçonnera avec sa gamine à moitié bizarre. Et lui, il ne se doute de rien, tellement il est naïf. Gamine à moitié bizarre, tellement naïf, Lila a le poil qui se hérisse. Elle sent ses griffes sortir malgré elle et sa patte part sans qu'elle les contrôlait. Hé, mais il est fou ce chat. Il vient de me griffer le mollet. Le petit brun se tient la jambe et Lila jurerait qu'il retient une larme. Elle sent une colère aussi noire que son pelage monter en elle. Ces 2 malfrats ont choisi le bateau de son père pour cacher leur saleté de marchandises volées, et comme ils sont absolument nuls, ils l'ont mal caché, et maintenant c'est son père qui risque de tout perdre. Bon, allez, on s'y met. On a 4 caisses à faire passer. Il prend quoi, Marco, demain? Il emporte des conserves, des sacs d'engrais et la commande de l'épicerie. Parfait, tu mets tout ça avec la commande de l'épicerie. Lila ne sait pas quoi faire. Il faut les en empêcher à tout prix. Le grand commence à transvaser des petits sacs d'une caisse à une autre. Elle reconnaît les caisses à destination du bateau de son père. Peu à peu, elles se remplissent de marchandises volées.
À force de bouger, le marin a chaud et pose son pull sur une caisse. Lila s'approche et se couche dessus. Elle y a vu un écusson doré. Elle grignote le fil doucement et la petite étiquette se détache. Elle saute sur une caisse encore ouverte. « Pousse-toi, sale chat, je vais t'enfermer dans la caisse. » Lila miaule, lève la queue et envoie un gaz vengeur en direction du bandit. « Oh, vire-moi ce chat, ou je te promets, je l'étripe. » Lila est déjà dehors. Sur le port, la clarté de la lune fait briller les mâts. Lila sent sa jambe tirer un peu. Elle se dépêche de rejoindre sa cabine et tire la porte coulissante juste à temps. Le miroir lui renvoie sa tignasse noire et sa silhouette de fille malingre. Le bruit la réveille en sursaut. Des voix fortes, des cris presque. Lila se lève, s'habille, ajuste la telle de sa jambe et monte sur le pont. Son père est de dos, en face de lui elle reconnaît Juice, c'est le capitaine du port. Elle l'aime bien, mais elle sait aussi que Juice a autre chose à faire que de venir sur le bateau de son père de bon matin. Elle s'approche et vint s'asseoir à côté de son père. Celui-ci ne la regarde pas. Elle sent son corps tendu et elle voit dans son visage fermé un mélange de colère, d'incompréhension et de résignation. « Non, capitaine, je n'en savais rien. Je vous assure, oui, ce sont les caisses de l'épicerie. »« Je suis désolée, » répond Juice. « Mais dans ces caisses, il y a des marchandises volées. Tu vas être inculpé de trafic. Je ne peux pas te laisser partir. Les officiers de police vont arriver. » Lila regarde son père. Il s'affaisse, ses mains tremblent. Elle entend alors une voix qu'elle reconnaît aussitôt. « Il est vraiment malin, capitaine. On avait pourtant vérifié son bateau hier soir. Heureusement que vous avez l'œil. Jamais je ne l'aurais cru capable de ça. » Lila bondit. Le grand chauve vient de remonter de la cale. Il est là, tranquillement accoudé au bastingage, noyant le capitaine Juice dans un nuage de mots dirigé contre son père. Lila se met alors à crier. « Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon père, il n'a rien fait. » Le capitaine Juice s'approche et s'accroupit. « Écoute, ma petite, je sais que c'est dur, mais non. Vous n'avez qu'à mieux fouiller. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'abord ?» Lila est au bord des larmes. Le capitaine Juice s'approche de la caisse et montre de sa main les petits sacs de marchandises volés. Lila ne voit plus rien tant elle pleure. Mais soudain, elle entend la voix du capitaine changer. « Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il plonge sa main dans la caisse et en ressort un petit bout de tissu entouré d'un fil brodé doré et parsemé de poils noirs. Il se retourne alors et s'adresse au grand chauve. « Monsieur Craven, pouvez-vous m'expliquer ce que votre écusson fait là ?» Craven écarquille les yeux et plouf, il essaie de s'enfuir à la nage. Lila sèche ses yeux et le capitaine lui dit « Je crois que tu as raison, Lila. » Ce soir, la nuit monte dans le ciel, ronde et blonde, presque blanche. Près de la maison du capitaine, un chat noir s'étire. La nuit sera douce. Des nuits sans lumière. Cette histoire commence en des temps très anciens, dans un petit village où chacun menait une existence paisible, ou presque. Lorsque le ciel s'assombrissait, hommes, femmes et enfants se cloîtraient chez eux et attendaient, angoissés dans leur lit, de sombrer dans le sommeil. Car aucun de ceux qui s'étaient aventurés dehors à la nuit tombée n'était jamais revenu. On racontait alors que des créatures malveillantes prenaient forme dans l'obscurité, et de fait, les villageois entendaient parfois, au milieu de la nuit, des grognements effrayants venant de l'extérieur, et même des hurlements qui donnaient la chair de poule. Un beau jour, une petite fille aussi curieuse que valeureuse se mit en tête de résoudre le mystère de ces nuits sans lumière, ces nuits qu'on disait peuplées de dangereux monstres. Cette petite fille se prénommait Alba Luna. Son père lui avait parlé d'un homme mystérieux qu'on appelait le grand sage et qui connaissait tous les secrets de l'univers. La fillette décida donc de partir à sa recherche, sans bien savoir comment le trouver. Elle s'assit dans l'herbe, pensive.
Alors quelqu'un posa la main sur son épaule, la petite fille se retourna aussitôt et fit face à un vieil homme, au visage parcheminé et aux yeux bleus brillants d'un éclat étrange, presque surnaturel. « Vous êtes le grand sage ?» devina Alba Luna, stupéfaite. « Et toi, tu es celle qui permettra à la nuit de briller, » répondit le vieil homme, énigmatique. « Fais ce pourquoi tu es né, accomplis ta tâche, et tu seras récompensé. »« Ce pourquoi je suis née ?» répéta la petite fille incrédule. « Que voulez-vous dire ?» Et soudain, comme pour répondre à sa question, ses bras se mirent à scintiller et la fillette écarquilla les yeux de stupeur. Le phénomène ne dura que quelques secondes, mais Alba Luna eut la certitude que son corps tout entier avait irradié une intense lumière. Fixant toujours ses bras, éberluée, elle s'adressa au grand sage. « Vous avez vu ça ?» Le vieil homme avait mystérieusement disparu. Alba Luna comprit cependant qu'elle avait un destin à accomplir. La nuit venue, Alba Luna sortit en douce de chez elle et, une fois dehors, prit soin d'enflammer une torche pour éclairer son chemin. Elle n'avait pas de destination précise, mais elle était confiante et cela lui suffisait. Elle marcha longtemps, sans rencontrer âme qui vive et guettant le moindre son à chacun de ses pas, en vain. Seul le crépitement de sa torche rompait le silence pesant de la nuit, mais Alba Luna marcha si longtemps que sa torche finit par s'éteindre. Elle se trouvait au milieu d'une clairière plongée dans l'obscurité la plus complète, avec le silence pour seul compagnon. Et pour la première fois, elle eut peur. Alba Luna entendit alors quelqu'un pleurer dans le noir, tout près, vraiment tout près. Elle baissa la tête et vit, surprise, un insecte lumineux qui sanglotait à quelques centimètres de ses pieds. « Que t'arrive-t-il donc, petit insecte brillant ?» demanda-t-elle en se penchant pour le regarder de plus près. Alba Luna ne s'attendait évidemment pas à ce que la minuscule et lumineuse bête lui réponde. Aussi sursauta-t-elle quand cette dernière lui parla d'une toute petite voix. « Je suis perdue, je ne retrouve pas ma famille. Je serais enchantée de t'aider à la retrouver, lui dit alors la fillette, qui n'avait à présent plus peur du tout. Je m'appelle Alba Luna, et toi, quel est ton nom ? Je n'en ai pas. La petite fille réfléchit un moment. Que dirais-tu si je t'appelais Luciole ? Proposa-t-elle alors, tandis que sa nouvelle amie s'installait dans le creux de sa main. J'aime beaucoup, fit cette dernière, qui semblait un peu moins triste. Mais dis-moi, que fais-tu toute seule ici au beau milieu de la nuit ? Toi aussi, tu ne retrouves plus les tiens ? Non, je suis ici pour accomplir ma destinée. Seulement, je ne sais ni ce que je cherche, ni ce que je suis supposée faire, répondit la fillette, dépitée. Mais je m'occuperai de cela plus tard. Tâchons d'abord de retrouver ta famille, Luciole. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alba Luna, guidée par la lumière du petit insecte, ne tarda pas à repérer la famille de son amie, un peu plus loin dans la clairière. « Comment puis-je te remercier ?» lui demanda Luciole, infiniment reconnaissante. Alba Luna, après avoir réfléchi quelques instants, dit « Si tu pouvais éclairer ce ciel si sombre, ce serait pour moi le plus beau des cadeaux. » Alors, à la demande de Luciole, tous les petits insectes brillants s'envolèrent vers le ciel nocturne qui allait devenir leur nouvelle maison. Avant de partir à son tour, Luciole dit « Je serai la plus brillante du firmament pour que tu puisses me reconnaître. Adieu. » Et alors qu'Alba Luna se séparait avec tristesse de sa nouvelle amie, le grand sage apparut soudain devant elle. Souriant, l'air mystérieux, il prit la parole. Une prophétie très ancienne parlait d'une enfant au cœur pur qui serait la seule à pouvoir apporter la lumière à ce monde de ténèbres. La prophétie disait aussi que la lumière dans le cœur de cet enfant était si grande qu'elle l'envelopperait tout entière et éclairerait à tout jamais les heures sombres de la nuit. Alba Luna était perplexe. Elle n'était pas sûre d'avoir tout compris. Cependant, une question lui vint à l'esprit. « Grand sage, qu'est-il advenu des gens de mon village qui sont sortis après le coucher du soleil et qui ne sont jamais revenus ? Sont-ils morts ?» La fillette appréhendait sa réponse, mais fut surprise de voir le vieil homme esquisser de nouveau un sourire.
Sois sans crainte, ils ne sont pas morts. Mais les nuits sans lumière sont porteuses d'une terrible malédiction dont tu es la seule jusqu'à présent à avoir échappé. Ceux de ton village qui se sont aventurés dehors à la tombée de la nuit sont devenus des loups. Alba Luna écarquilla les yeux stupéfaite, et soudain, comme pour confirmer les paroles du grand sage, des hurlements de loups retentirent quelque part dans l'obscurité de la nuit. « Je crois que je sais ce que je dois faire », s'exclama alors la fillette, les yeux brillants d'excitation. Le grand sage sourit, car il connaissait depuis fort longtemps l'extraordinaire destin auquel la petite fille était vouée. Alba Luna ferma les yeux, prit une profonde inspiration et laissa la lumière qui était en elle l'envahir. Elle se sentit grandir et grossir à n'en plus finir, tandis que ses pieds quittaient la terre ferme et qu'elle s'élevait de plus en plus haut dans le ciel. Elle eut alors la joie de retrouver Luciole et sa famille, car Alba Luna était devenue la lune, tandis que les lucioles étaient désormais des étoiles. Les villageois devenus loups, sous la lumière magique de la lune, retrouvèrent leur apparence humaine. Mais comme toute malédiction ne peut être tout à fait brisée, ils redevenaient loups chaque nuit de pleine lune et devinrent ainsi des loups-garous. Cela représentait un moindre mal pour les habitants du village, puisque la lune et les étoiles veillaient à présent sur le monde endormi. Grâce à elles, les humains n'eurent plus jamais peur de la nuit. J'espère que ce voyage en ma compagnie t'aura permis de trouver le repos. Je te souhaite une douce et longue nuit.